C. Deuxièmement, la mort, un suspense. Alex Quinn, livre 2, écrit par Riley Dark, lu par Jean. Prologue. Au pied d'eau de Saint-Pierre, dont l'orteil de bronze avait été briqué par des siècles de pèlerins respectueux, Gwendaline Vira contemplait son visage barbu, à l'expression sévère. C'était la 3e église qu'elle visitait ce jour-là, chacune plus ancienne, plus sombre et plus austère que la précédente, et il lui en restait 2. La jeune fille de 15 ans soupira et tendit une main pour toucher le pied de bronze du saint, comme elle avait vu ses parents et les autres touristes le faire. Pourquoi pas? Quand ses doigts entrèrent en contact avec le vieux métal adouci, elle sentit un étrange picotement, comme si elle avait touché une batterie de faible voltage. Gwendaline retira rapidement sa main, retenant un petit cri. Elle leva les yeux comme si elle s'attendait à ce que la grande statue ait bougé. Elle s'était restée immobile, bien sûr, et continuait à regarder pieusement vers l'icône centrale du Christ crucifié, pendu au mur à l'autre bout de la cathédrale de pierre. « Tu l'as imaginé, c'est tout, » se dit-elle, mais elle se dépêcha quand même de s'éloigner de la statue avant que les yeux aveugles de bronze ne puissent se réveiller. Ne te laisse pas rattraper par ton imagination. Gwendaline s'arrêta et s'attarda près de la fin du groupe de touristes. Le guide désignait une peinture de plus de la Vierge à l'enfant, comme si elle n'avait pas déjà vu 1000 restitutions de la même femme, aux traits acerbes, et de son bébé beaucoup trop vieux. « Mon Dieu, » pensa-t-elle, il ne pouvait pas trouver autre chose à peindre. Ce n'était pas qu'elle n'aimait pas les églises, pensa-t-elle pendant que le groupe contournait lentement les bancs et les alcôves. Elle les aimait autant que tous les autres bâtiments anciens de Paris. L'histoire qui vivait dans leurs murs et la décadence pure de l'architecture étaient splendides, mais il était impensable que Paris ne soit qu'une longue série de vieilles églises. Avant les vacances, elle avait rêvé d'aventures, de rencontres sentimentales, d'escapades et de promenades de métro en métro. Le Paris de son imagination regorgeait d'artistes qui broyaient même du noir en buvant du café, en proie à l'ennui, de mannequins qui se dépêchaient d'aller à des soirées chics dans des lofts et de fontaines publiques qui distribuaient du champagne sous l'Arc de Triomphe. Ok, elle avait peut-être un peu trop lâché la bride à son imagination, mais elle s'était attendue à mieux de la part de la ville la plus romantique du monde. La chaleur de la journée qui entrait par les vitraux et l'arôme doux et entêtant de l'encens lui donnaient des vertiges et des maux de tête. Gwendaline commença à voir des taches rouges par terre. « Oh non, » pensa-t-elle, « je suis en train d'attraper un coup de chaleur, je vais m'évanouir. » Cependant, elle ne s'évanouit pas. De plus, les taches rouges n'étaient pas éparpillées et ne bougeaient pas. Elles formaient une ligne qu'elle suivit sous les pieds des touristes inconscients. La ligne emmena ses yeux jusqu'au crucifix. Les taches minuscules et tout juste visibles partaient de l'autel, descendaient sans que l'allée, puis sortaient du champ de vision de Gwendaline. Comme si quelqu'un avait laissé goûter de la peinture, pensa-t-elle, ou renversé du vin, ou du sang, ajouta le côté sombre de son imagination. Un frisson composé à parts égales de fascination et de peur la traversa. Gwendaline regarda ses parents, qui étaient à environ 5 mètres devant elle dans le groupe désordonné de touristes. Son père tenait un appareil photo devant ses yeux, et sa mère désignait frénétiquement la pancarte « Flash interdit », qui se trouvait à côté d'une grande statue de Saint-Vincent. Ils se chamaillaient en marmonnant à voix basse, la bouche quasiment fermée, comme d'habitude. Et Gwendaline était embarrassée, comme d'habitude. Il ne pourrait même pas l'aider. Bien sûr, aucun de ces touristes idiots ne s'intéresserait à la seule chose vraiment intéressante qu'elle avait vue jusque-là. Aux yeux de Gwendoline, la traînée de gouttelettes ressemblait à un mystère, et découvrir où elle menait lui paraissait plus amusant qu'une énième explication des stations du chemin de croix.
Elle allait suivre la traînée elle-même, décida-t-elle, et son cœur battit plus vite à l'idée d'une telle aventure. Avec l'impression qu'elle venait d'entrer dans un épisode de son podcast préféré, Gwendaline regarda autour d'elle avec un regain d'intérêt. S'il y avait un moment pour s'éclipser, c'était maintenant. Ses parents ne remarqueraient même pas son absence avant la fin de la visite, quand elle les retrouverait dans la boutique de souvenirs et ferait comme si elle avait été juste derrière eux pendant toute la visite. Elle allait découvrir où menaient las les tâches et aurait peut-être une aventure parisienne à raconter à ses amis à son retour, après tout. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, Gwendaline estima que personne ne lui prêtait attention. Elle commença à repartir rapidement vers l'entrée de la cathédrale, le visage baissé pour ne pas éveiller de soupçons. Elle suivit la traînée de tâches. Aucune d'entre elles n'était plus grande que l'ongle de son petit doigt. Les tâches menaient à l'extérieur de la cathédrale. Les yeux rivés au sol pour ne manquer aucune tache de la traînée, Gwendaline sortit et seul le regard tragique du Christ crucifié, fixé derrière la chaire, la suivit. La traînée la remmena dans le long vestibule, partit à gauche, puis dans la petite embrasure d'une porte ouverte. Des chandelles allumées semblèrent l'inviter à pénétrer dans la cage d'escalier qui se trouvait au-delà. Il n'y avait aucune pancarte sur la porte, que ce soit pour lui permettre d'entrer ou pour le lui interdire. Cependant, quand elle commença à descendre dans l'escalier étroit, elle eut la vive sensation qu'elle était sortie du sentier battu réservé aux touristes. Déjà, la cage d'escalier était trop faiblement éclairée. Chaque alcôve dégageait la lumière jaune blafarde des minuscules bougies qui vacillaient dans leur couche profonde de cire fondue. Quand elle eut tourné 3 fois autour de l'axe de l'escalier, elle commença à se demander si elle devait faire demi-tour. L'air s'était refroidi et lui donnait la sensation indéfinissablement comprimée d'une atmosphère souterraine. Les poils de ses bras et de son cou se dressaient. Sur les marches, les taches rouges étaient plus grosses que celles qu'elle avait vues, sur le sol de la cathédrale. De plus, elles étaient moins sèches. Il fallait qu'elle sache. Chaque nerf de son corps, soudain tendu à l'extrême, la fille descendit les dernières marches. Elle se retrouva dans une pièce circulaire, éclairée par la même sorte d'alcôve, remplie de bougies que celle qu'elle avait vue dans l'escalier. Une douzaine de ces bougies étaient disposées partout dans la pièce et projetaient une lumière tremblante sur le point central de la pièce. Une statue énorme et des fonds baptismaux vides. La traînée de gouttelettes mena Gwendaline à la base de la sculpture, qui était installée au-dessus d'eux et derrière le bassin élevé en pierre. La statue représentait l'archange Michael, qui, ses ailes en pierre, largement écartées, tenait une grande épée. La pointe de son épée et le talon de sa botte en pierre désignaient tous deux la tête d'un serpent de pierre. Pourtant, le serpent avait l'air bizarre. Il avait des bras humains, qui partèrent de la base de la statue en formant des angles bizarres. Comme la lumière des bougies était faible et vacillante, Gwendaline y voyait là de mal, mais elle aurait juré que c'était une tête d'homme qu'elle voyait sur le corps du serpent sous le pied de l'archange, que l'épée était pointée vers une poitrine humaine et que c'était des doigts humains qui pendaient dans les fonds baptismaux vides. Presque vides. Comme en transe, elle avança d'un pas, comprenant peu à peu ce qu'elle voyait, horrifiée. Un homme mort était calé à la base de la statue, le dos affreusement brisé sur l'arête en pierre du serpent sculpté. Du sang coulait abondamment de l'homme pris dans la statue, puis s'accumulait au fond de la vieille cuvette en pierre. Gwendaline contempla la scène, fascinée et complètement incrédule. Son esprit innocent n'arrivait pas encore à comprendre la violence qu'elle observait. Ce n'était pas ton imagination qui te jouait des tours. C'est du sang, murmura-t-elle. Ses pieds s'arrêtèrent,
mais elle ne parvenait pas à détourner le regard. « C'est du sang !» Sa voix devint un cri qui lui fut retourné par les murs de terre battus de la pièce. Malgré le vertige qui l'envahissait, ses pieds restaient cloués sur place. Ce n'était pas son imagination qui lui jouait des tours, c'était réel. Elle avait suivi une traînée de sang de la croix à la tombe. Maintenant, elle regardait la mort dans les yeux. Le cadavre pendait, les traits déformés par la douleur, éternellement damné par la colère de l'archange. Le cri de Gwendaline se transforma en rire maniaque et hystérique. Des larmes lui vinrent aux yeux et en tombèrent. Elle tituba, proche de l'évanouissement, incapable de comprendre comment elle avait pu arriver ici ou ce que ses yeux insistaient pour lui montrer. Ce n'était pas réel, c'était impensable, elle avait inventé tout ça. Toutes ses vacances n'étaient qu'un rêve incompréhensible. C'était forcément comme ça, mais ça ne l'était pas. Son rire terrifié continua machinalement, comme si elle avait été une hyène prise par une crise de hoquet. Elle avait mal au ventre, elle avait envie de vomir, elle aurait voulu se réveiller, elle ne le pouvait pas. Bougeante avec une lenteur affreuse, comme si elle avait pataugé dans une mer de gravier qui lui montait jusqu'à la taille, Gwendaline se retourna. Elle avait l'impression qu'on lui avait remonté les paupières jusqu'au crâne, qu'elle ne pourrait plus jamais les baisser, qu'elle ne pourrait jamais oublier le regard morose et le cri muet de l'homme mort. Quand elle se retourna, prête à remonter les marches en courant, en criant et en se jurant de plus jamais s'éloigner d'un groupe de toute sa vie, elle aperçut enfin le mur qui se dressait derrière. Et la lumière des bougies vacillait sur les mots maladroitement écrits en rouge sur le mur de la salle de baptême. « Ne ris plus, mon enfant !» La fille cria, puis s'évanouit enfin. Chapitre 1er. Je n'ai pas été entièrement honnête sur ce qui s'est passé la nuit où maman et papa ont été assassinés. Il faut qu'on en parle, en personne. La tonalité bourdonnait dans l'oreille ronde de la docteure Alexandria Quinn, semblable en sa monotonie à la stupéfaction qui avait brièvement occupé ses pensées. Sa sœur Iselle venait d'admettre qu'elle avait menti, puis elle avait raccroché brusquement. Sur quoi avait-elle menti? Pourquoi en parler maintenant pour raccrocher une seconde plus tard? L'appel téléphonique avait réveillé Lexi d'un sommeil superficiel et agité sur un lit de chambre d'hôtel situé à la périphérie de Prague. Lexi ne dormait jamais bien après une affaire et la résolution de leur dernière datait de peu. Il allait lui falloir quelques jours pour que son corps se remette de la tension élevée, de la poursuite et de l'apogée émotionnelle de la résolution, juste assez de temps avant qu'elle n'aborde une nouvelle affaire et que le cycle ne reprenne. Toutefois, maintenant, elle n'allait même pas avoir droit à ses 8 heures de repos avant que le mystère suivant ne se présente. Je n'ai pas été entièrement honnête sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Il faut qu'on en parle, en personne. Lexi se remémora la formulation exacte employée par sa sœur et son propre esprit analytique surentraîné se mit en branle. Elle avait plusieurs doctorats en linguistique avancée, elle maîtrisait plus d'une dizaine de langues et elle figurait parmi les meilleurs traducteurs et déchiffreurs de codes du monde. Et pourtant, elle trouvait étrange d'analyser les paroles de sa propre sœur. Ces paroles sentaient de la culpabilité non digérée, les secrets anciens et la paranoïa. Cela faisait presque 15 ans que leur mère et leur père avaient été monstrueusement assassinés. Leur corps avait été affiché avec des tatouages posthumes, glaçants, oro et verita, or et vérité en italien. 15 ans sans réponse, 15 ans à savoir que le vrai tueur était encore dans la nature, en train de rire de la rage de Lexi, de sa confusion et de sa détresse. Regardant fixement le téléphone à fil qu'elle tenait, Lexi essaya de comprendre quel mensonge Gisèle aurait pu dire et pourquoi sa sœur ne voulait en discuter qu'en face à face. D'ailleurs, avant de raccrocher,
Isel n'avait pas indiqué quand et où elle pourrait y se rencontrer. Lexi était-elle censée attendre un autre appel ou devait-elle maintenant suivre une obscure série d'indices pour accéder à la vérité à laquelle sa sœur avait fait allusion? Le téléphone ne lui apportait que son bourdonnement constant. Elle le remit sur le support un peu plus fort qu'il n'était nécessaire, et la table de chevet de l'hôtel trembla violemment. Lexi se pencha en avant, posa lourdement les coudes sur les genoux, puis laissa échapper un soupir épuisé. Par la porte de communication entre leurs chambres d'hôtel, qui se verrouillait de son côté, elle entendait le son étouffé que produisait son équipier, Dietrich Kassler, qui était en train de parler au téléphone. Lexi avait les idées trop brouillées par ses propres cogitations mystérieuses pour envisager d'espionner son équipier. Donc, quand un coup fort mais poli résonna sur la fine cloison, un moment plus tard, Lexi sursauta, sincèrement surprise. « 1 minute !» cria-t-elle machinalement. Elle s'immobilisa un moment pour reprendre son souffle et s'éclaircir les idées en même temps, puis se leva de son lit et déverrouilla la porte de communication. Kassler remplissait presque l'embrasure de la porte de sa carrure, musclée et massive, bien que raffinée. Il portait son costume standard, avec son pantalon bien repassé et une belle cravate discrète. Il sentait légèrement le shampoing et le tabac turc. L'expression de ses yeux suggérait que c'était urgent, donc Lexi s'écarta pour le laisser entrer, sans poser de questions. Elle referma la porte et regarda son équipier. « Je viens d'avoir Interpol au téléphone », dit Kassler en un anglais impeccable, malgré son accent berlinois, haché et distingué. « O'Shea a essayé de vous appeler en premier, mais votre ligne était occupée. Est-ce que tout va bien ?»« Oui, » mentit Lexi, en redressant les épaules et en avançant la mâchoire par défi inconscient. C'était juste un appel personnel. Que voulait O'Shea? Il veut qu'on prenne un avion pour revenir au quartier général de Lyon dès que possible, dit Kassler, dont le visage rasé de frais affichait une expression grave. Maintenant que De Keyser est derrière les barreaux, Interpol nous attribue une nouvelle affaire avec 2 corps. De plus, O'Shea a parlé d'une nouvelle unité opérationnelle. « Quelle nouvelle unité opérationnelle ?» demanda Lexi en emballant à la hâte ses quelques affaires dans son sac en toile et en tirant la fermeture éclair. « Je ne sais pas. Il ne m'a pas donné tous les détails, » répondit Kassler en haussant ses énormes épaules. « Cependant, il m'a dit 2 fois de me presser. Interpol ne veut sans doute pas les faire attendre. » Génial, pensa Lexi. Non seulement le premier appel d'Isel depuis des années me donne des doutes sur l'assassinat de ma mère et de mon père, mais en plus, il va me mettre en retard. Elle sortit en toute hâte de la chambre d'hôtel. Kassler avait déjà mis son propre sac en toile noire d'Interpol dans le coffre de leur berline Peugeot banalisée et quelconque, qui leur avait été attribué pour qu'ils partent à la poursuite du tueur en série maniaque, De Keyser. Kassler alla vers la portière côté conducteur pendant que Lexi mettait son propre sac à l'arrière. « Je devrais peut-être conduire », proposa Lexi en oubliant momentanément sa sœur et son appel téléphonique et en adressant à son équipier un sourire légèrement moqueur. « J'aimerais que nous ne rations pas notre avion. » Elle conduisait bien, mais un peu trop vite. L'expression du grand Allemand ne changea pas, mais il pâlit quelque peu. « Et moi, j'aimerais arriver à Lyon en seul morceau, » répliqua-t-il en levant les coins de ses lèvres pour afficher un sourire pincé. « Donc, je vais conduire. » Il n'était jamais très démonstratif, mais Lexi voyait sa gentillesse dans ses yeux. Il s'assit au volant, démarra la Peugeot et sortit du parking de l'hôtel. Quand les agents arrivèrent, le pilote avait fini de vérifier le jet privé d'Interpol et les attendait sur le tarmac. Il jeta un coup d'œil rapide à sa montre pendant qu'il sortait de la voiture. « Vous avez eu des embouteillages ?» demanda le pilote. « Comme toujours, » dit froidement Kassler. Lexi lui sourit gentiment en penchant la tête comme pour dire «
Vous voyez, vous auriez dû me laisser conduire. Verdammt französische Autos, dit Kassler en maudissant la Peugeot à voix basse. Ah, ah, répliqua Lexi en clignant de l'œil et en agitant un doigt, prenant Kassler au dépourvu, en répondant en un allemand impeccable. Wer nicht fahren kann, wird dem Auto die Schuld geben. Celui qui ne sait pas conduire accuse la voiture. Très drôle, dit Kassler avec un sourire sec, s'étirant avant de franchir les quelques mètres qui les séparaient du jet. La prochaine fois, vous conduirez et je serai à l'abri ailleurs, par exemple, dans un autre véhicule, à 2 pays de distance. Lexi rit en montant les marches. Qu'est-ce qui vous dit que vous y serez à l'abri? Quand le jet quitta bruyamment la piste et s'envola, Lexi regarda par le hublot. Elle quittait une autre ville, ajoutait une affaire résolue à sa liste, et un autre assassin était derrière les barreaux. Quand Lexi quittait un nouvel endroit, elle ressentait une sorte de tristesse douce amère, mais elle savait que ce sentiment serait bientôt remplacé par les frissons et les dangers de la nouvelle affaire. Quand l'avion s'éloigna de la terre, Lexi ne put s'empêcher de se dire qu'elle allait vers des ennuis plus profonds que jamais. L'appel téléphonique d'Isel l'avait secouée, malgré tous ses efforts pour en nier les faits. Elle aurait voulu pouvoir rappeler sa sœur tout de suite et exiger qu'elle s'explique, mais c'était hors de question, et, même dans le meilleur des cas, Isel n'était pas facile à joindre. Lexi soupira et souhaita brièvement avoir quelqu'un, n'importe qui, à qui parler de ses soucis. Pourtant, il était trop tôt. Elle n'avait pas assez d'informations. Il faudrait qu'elle connaisse le mensonge avant de pouvoir se confier à qui que ce soit. Après tout, cela pourrait mettre Isel en danger. Lexi se détourna du hublot pour regarder le visage de son équipier pendant que le jet atteignait son altitude de croisière sur le continent européen. Elle aimait cet Allemand stoïque, avait confiance en sa morale et ses instincts. Il lui avait même sauvé la vie pendant leur dernier combat contre un tueur fou. Cependant, pourrait-elle lui confier un secret de famille profond avant de connaître elle-même la vérité? Elle n'en savait rien et, tant que ce serait le cas, elle devrait se taire. Kassler avait ouvert son ordinateur portable et travaillait avec calme et efficacité, bougeant habilement les doigts sur le clavier. Il avait les traits tirés par la concentration, les yeux qui regardaient à gauche, puis à droite pour scruter l'écran, et les lèvres qui bougeaient de muettement pendant qu'il réfléchissait. Lexi aperçut la bande de peau pâle autour de son annulaire, qui indiquait qu'il avait cessé d'y porter une alliance. Elle savait que Kassler était divorcé, mais elle ne connaissait pas les raisons de sa séparation. Kassler ne parlait que rarement de ses sentiments, et pas du tout de sa vie personnelle. Connaissait-elle vraiment l'homme auquel elle avait tellement envie de se confier? Elle resta sur ses gardes et ne dit rien. « Osher a envoyé les fichiers de l'affaire, » dit Kassler en mettant nonchalamment fin au silence et en levant les yeux. « Nous devrions nous familiariser avec les faits avant de rencontrer la nouvelle unité opérationnelle. »« Bonne idée, » convint Lexi. Elle détacha sa ceinture de sécurité et alla s'asseoir à gauche de Kassler, de l'autre côté de la table. Kassler orienta son ordinateur portable vers Lexi, ouvrit d'un clic le fichier crypté et choisit le dossier de la première victime dans l'ordre chronologique. L'affaire ne remontait qu'à 2 semaines. Lexi oublia toutes ses inquiétudes sur l'appel téléphonique mystérieux de sa sœur quand elle vit les photos sinistres de la première scène de crime. « Mein Gott !» marmonna Kassler avec une tristesse inhabituelle chez lui. Du coin de l'œil, Lexi le vit faire machinalement un rapide signe de croix. Chapitre 2. Regardant la photo repoussante sur l'ordinateur portable de son équipier, Lexi Quinn plissa les yeux. Le corps de la femme avait été dénudé et laissé dans un confessionnal en bois. Le dossier de l'affaire disait aux agents d'Interpol que le corps était celui de Céline Margot, citoyenne française de 29 ans.
Elle n'était pas membre de l'Église catholique dans laquelle son corps avait été trouvé. « Église Sainte-Gemma Galgani de la Passion », dit Lexi, lisant le nom de la cathédrale. Selon le dossier, c'était une petite église avec une petite congrégation, située dans la périphérie de la carte circulaire de Paris. « Pensez-vous que le choix de cette cathédrale par notre tueur soit significatif ?»« Peut-être, » dit Kassler, « mais je suis plus intéressé par l'endroit de l'église où le corps a été retrouvé. »« Vous voulez dire le confessionnal ?» dit Lexi. Elle tendit une main pour faire défiler l'écran jusqu'à la photo de scène de crime suivante. C'était un plan plus large qui montrait le confessionnal en entier. La femme morte tournait le dos à la porte ouverte du confessionnal. La photo suivante avait été prise de profil, avec la tête et les épaules de la femme affalées en avant contre le mur et les mains mollement posées contre la grille de communication, devant le prie-Dieu. La photo suivante avait été prise au travers de l'écran grillagé, du côté du confessionnal, occupé par le prêtre. « Ouah !» dirent Kassler et Lexi en même temps. Kassler agrandit la photo pour mieux la voir. Des mots étaient écrits en un rouge inquiétant sur le mur en bois qui s'élevait derrière la victime. « Qu'est-ce que ça dit ?» demanda Kassler en plissant les yeux pour regarder la photo. « C'est l'alphabet romain, » marmonna Lexi. Elle plissait elle aussi les yeux en essayant de lire au travers de la décoration en treillis de la grille de confidentialité située à l'avant-plan. Elle cliqua pour passer à la photo suivante, qui avait été prise après que le corps avait été retiré du confessionnal et qui montrait la totalité de la phrase sinistre. « Mon enfant, confesse ton mensonge. » Lexi et Kassler se regardèrent l'un l'autre. « Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda Kassler. Lexi lui donna quelques traductions en allemand tout en s'interrogeant sur la signification énigmatique de cette phrase. Parjure ? Dans ce contexte religieux, cela semblait être un moyen exagéré d'accuser cette femme de mensonge. Un autre mensonge. Iselle est-elle en danger ? Lexi écarta cette idée. Il fallait qu'elle compartimente ses affaires, de peur que les conclusions des deux ne s'entremêlent. Qu'est-ce que ça pouvait signifier d'autre ? Il y avait un autre gros plan, de la main gauche de Margot. Cette fois, elle avait de profondes blessures à l'arme blanche sur les 2 poignets. Les notes que le médecin légiste avait écrites dans les marges précisaient que la blessure avait été faite avec une lame tranchante, pointue et non dentelée, qui aurait pu appartenir à un couteau à cran d'arrêt, un poignard ou un coupe-papier. Étrangement, le médecin légiste signalait aussi qu'aucun os n'avait été cassé quand la femme avait été poignardée. Les notes suggèrent que les 2 blessures n'ont pas seulement été faites avec la même arme, mais aussi avec le même coup asséné des 2 mains. « Une blessure défensive ?» avança Lexi avec incertitude. Elle leva le bras comme pour se protéger le visage, traçant la trajectoire arquée du couteau invisible d'un agresseur et indiquant où il atterrirait. « C'est possible », convint Kassler, « mais il n'y a pas d'autre blessure au couteau sur le corps. Il n'y a pas de signe d'agression sexuelle, mis à part le fait que le corps a été déshabillé. De plus, on n'a pas retrouvé les vêtements. Notre tueur garde peut-être des trophées. »« Et ces contusions autour du cou ?» dit Lexi en montrant une rangée de bleu foncé qui formait un dessin particulier sur la gorge de Margot. Le médecin légiste pense que la cause de la mort a été la strangulation, lut Kassler sur la page, pas la perte de sang. Donc, l'agresseur l'a attaquée avec un couteau, elle a levé les bras, a reçu la blessure aux mains, mais a peut-être réussi à faire tomber le couteau, imagina Lexi. Pendant la lutte, il l'a étranglée avec un objet qui a laissé une série de bleus, peut-être un collier qu'elle portait déjà ou un chapelet qu'elle tenait. À ce stade, elle a perdu du sang, en plus d'avoir subi le choc de l'agression. Donc, elle a renoncé à se battre. Cause de la mort. Asphyxie aggravée par une perte de sang. Le tueur a retiré l'arme avec laquelle
Il l'avait étranglé de son cou pour s'en débarrasser, a récupéré son couteau, puis a placé la victime dans le confessionnal avant d'écrire son message sur le mur. Il y eut alors un long silence pendant lequel ils n'entendirent que le bourdonnement monotone des turbines du jet. « Ça fonctionne », dit Kassler, « mais nous avons besoin de plus d'informations. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de sang sur le sol et les murs du confessionnal? Cela suggère que l'agression a eu lieu ailleurs, pas pendant que la femme était dans le confessionnal. Cela indique que le tueur attribuait énormément de signification à l'endroit où il a déposé le corps et à son message. Il veut que le monde sache qu'elle est morte sans confesser ses mensonges. Regardons la victime suivante, dit Kassler. Le message deviendra peut-être plus clair quand nous pourrons distinguer un modèle d'une sorte ou d'une autre. Quand Kassler ouvrit le dossier suivant sur son ordinateur portable, ils virent un autre cadavre sinistre. Cette fois, la victime était un homme, Mehdi de Boyd, 29 ans, 1,73 m, blond, yeux verts, maintenant vidés pour toujours par la brume de l'oubli. Il était membre de l'église où son corps avait été découvert, mais pas de celle où le corps de la femme avait été découvert 2 semaines avant le sien. Contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire Margot, le corps du jeune homme avait été découvert par une touriste fouineuse dans une catacombe oubliée située sous le sol de la cathédrale Saint-Didyme de la Souffrance. Le cadavre de l'homme avait été calé entre le bord de grands fonds baptismaux du XIIe siècle et le pied en pierre d'une énorme statue de Saint Michael. Son dos semblait avoir été brisé de manière sordide contre le serpent de pierre qui se trouvait sous le talon de l'archange. Il avait la tête penchée en arrière, comme si c'était la victime, pas le serpent mort, qui avait été vaincu par l'épée immobile de Michael. Sa bouche pendait ouverte et ses traits affichaient une douleur horrifiée. Le sang qui avait coulé sur la plateforme de la statue, puis dans la cuvette des fonds baptismaux, semblait venir d'une blessure aux côtes. Le rapport médical confirmait que cela avait été la cause de la mort de Boyd. La blessure correspondait à une lame non dentelée, comme avant. Cette fois-ci, le tueur n'avait eu besoin d'étrangler personne. Le message sanguinolent écrit à la main sur le mur de la pièce ressemblait à celui trouvé dans le confessionnal, comme on le constatait dans les photos suivantes. « Ne ris plus, mon enfant », lut Lexi à voix haute en se demandant « Qui pourrait trouver ça amusant ?» Quelqu'un trouvait ça amusant ou, si cette personne ne riait pas elle-même, elle s'assurait au moins que personne d'autre ne rit. Lexi grimaça avec autant de dégoût que de détermination. En fin de compte, on verrait bien qui rirait le dernier. Elle ferait tout pour s'en assurer. Chapitre 3. Lexi vit le paysage urbain de Lyon approcher rapidement par son hublot pendant que le jet descendait à toute vitesse vers le sol. Au-dessous, sur le tarmac, une voiture les attendait déjà. Peu après, Lexi et Kassler entrèrent dans le quartier général d'Interpol, l'un à côté de l'autre. Comme d'habitude, le quartier général d'Interpol résonnait d'une activité riche en lumière, en technologie de pointe et en information. Des agents en costume sombre, au visage serein et impassible, se croisaient en un flux constant qui se rassemblait autour des ascenseurs et des portes de bureaux. Des halls bondés émergea leur fidèle et corpulent correspondant, Malcolm O'Shea. Cet Irlandais avait été un expert en communication, crucial dans beaucoup des affaires passées de Lexi, et elle savait qu'elle pouvait s'attendre à ce qu'il lui fournisse son soutien et des informations fiables. Son visage rond et poupin s'éclaira quand il les reconnut. Il leur fit hâtivement signe de les rejoindre, fit demi-tour à mi-foulée et repartit dans le hall d'où il était venu. Kassler et Lexi le rattrapèrent, rapidement. « Bon après-midi, messieurs, dames », dit O'Shea avec un accent irlandais au charme campagnard un peu tendu, en les emmenant vers une grande salle de conférence.
Je suis sûr que vous avez eu le temps de consulter les documents que je vous ai envoyés, ce qui vous permettra d'être prêt quand vous rencontrerez l'unité opérationnelle. C'est exact, dit Lexi. Nous avons lu les profils des victimes dans l'avion, mais pourquoi y a-t-il une nouvelle unité opérationnelle? Bonne question, dit O'Shea en secouant la tête comme si l'unité opérationnelle lui donnait déjà des maux de tête. Une unité opérationnelle de crime touristique a été créée par la ville de Paris. Pourquoi? Demanda franchement Kassler. O'Shea se retourna vers lui et le contempla par-dessus les bords de ses lunettes. Parce que Paris a besoin de convaincre tout le monde que la ville est encore sans danger pour les touristes. Chose difficile depuis les attentats terroristes de 2015. L'incendie de Notre-Dame n'a pas aidé. Donc, un tueur en série qui cible les vieilles églises est une mauvaise nouvelle pour le ministère du Tourisme. Lexi et Kassler se regardèrent, l'un l'autre comprenant en même temps. Il allait falloir travailler vite et rester le plus discret possible. S'ils attiraient trop l'attention, ces assassinats risqueraient de devenir des incidents internationaux. Dans cette affaire, il y aurait plus d'observateurs et donc plus de pression que lors des enquêtes précédentes de Lexi. Elle allait devoir faire preuve d'excellence. « Après vous » dit O'Shea en ouvrant la porte aux agents d'Interpol. Ils entrèrent dans la salle et le correspondant corpulent les suivit, fermant la lourde porte vitrée et se plaçant discrètement au pied de la table. À la tête de la table, ils virent Grayson Lapaglia, directeur adjoint de la division de police mondiale d'Interpol. Il se leva quand les deux agents entrèrent, les saluant en penchant respectueusement sa tête chauve. Les 4 autres personnes assises à la table se levèrent aussi. Pendant un moment de silence, ces personnes qui ne se connaissaient pas se scrutèrent attentivement les unes les autres. « Agent Kassler, Dr. Quinn », dit le directeur adjoint pour saluer les agents quand ils entrèrent dans la salle. « Merci d'être venus. J'ai l'honneur de vous présenter la Dr. Gilde, du département de médecine légale de l'Université de Paris. » Une femme aux cheveux gris et à la peau olive assise à la droite du directeur adjoint leva une main pour les saluer. Voici l'agent Hawker d'Interpol. Un Américain bien bâti en costume noir sans cravate hocha la tête. Il semblait avoir une barbe de 2 jours. Voici Monseigneur Ziegler, de l'Université catholique de Paris, dit le directeur adjoint, en présentant un prêtre âgé, à l'air digne. Enfin voici Madame Lena Rolle, sous-secrétaire du ministère du Tourisme. Le dernier membre du groupe était une femme de 35 ans environ, avec des cheveux blonds roux, attachés en arrière en un chignon professionnel qui donnait une impression de compétence. Lexi et Kassler adressèrent des hochements de tête respectueux à tous les occupants de la salle et allèrent aux 2 chaises encore vides de la table de conférence. Les membres du groupe s'assirent en même temps et regardèrent le directeur adjoint. Il s'installa gravement sur la chaise de tête de table et joignit pensivement le bout des doigts devant les lèvres. « Le problème, dit le directeur adjoint Lapaglia, est grave. Au cours des 2 dernières semaines, 2 assassinats ont été commis. Le tueur semble apprécier les vieilles églises de Paris. Vous comprenez sûrement pourquoi il est important pour tout le monde dans cette salle que cette affaire soit résolue rapidement. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.